Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin pour cette table ronde qui a pour thème qualité de l'air intérieur et sommeil. Donc un vaste sujet dont on va parler. Merci à tous ceux aussi qui sont à distance. Vous aurez l'occasion bien sûr tous de poser des questions et n'hésitez pas surtout à la fin de cette table ronde. Alors on ne s'en rend pas toujours compte, mais nous passons quand même 90% à peu près de notre temps, de notre vie à l'intérieur, dans des espaces très confinés, nos logements, nos bureaux, des transports. Or, l'air intérieur que nous respirons, eh bien, il peut s'avérer bien plus pollué que l'air extérieur. Moisissures, poussière, particules fines, polluants allergènes. J'arrête là la liste, avec des effets délétères sur notre santé respiratoire, avec son cortège d'allergies, d'asthme et de pathologies plus graves encore. Selon Santé publique France, 20 000 décès sont dus chaque année à la pollution de l'air intérieur. Une pollution assez négligée, car invisible à l'œil nu. Alors, c'est bien sûr toute notre qualité de vie qui est concernée et bien sûr notre sommeil. Mais aujourd'hui, on a des moyens pour agir et on va en parler tout au long de cette table ronde organisée avec le soutien institutionnel de la société Bastide Médicale. Merci à vous donc tous les quatre d'être présents. Christine Roland, directrice de l'association Asthme et Allergies, Bruno Tudal, conseiller médical en environnement intérieur et délégué Nouvelle-Aquitaine pour Santé Respiratoire France, Marine Leblond. Vous avez été victime d'une pneumopathie d'hypersensibilité environnementale, on va voir ça tout à l'heure, provoquée par des moisissures présentes dans votre logement et vous avez dû être greffé des poumons en 2022. Vous êtes membre également de Santé Respiratoire France et puis bien sûr le docteur Madia Elafi, pneumo-allergologue à Albi, représentante locale de l'association Santé Respiratoire France et présidente de l'association IDEAS, interdisciplinarité enfants, adolescents, sommeil. Alors, docteur, on va commencer par vous. Quand on est par exemple chez soi, on peut penser qu'on est en toute sécurité, à l'abri de la pollution. Pas du tout. Il y a beaucoup de dangers qui nous guettent. Dangers multiples. Dangers multiples. Merci beaucoup pour l'invitation et pour nous donner la parole. Effectivement, jusqu'à présent, et c'est ce qu'on voit dans les médias, on pense que la pollution, c'est dehors, hein. C'est les voitures, éventuellement on pense aux pesticides et autres. Or, vous l'avez dit, on passe beaucoup de temps chez nous. Et chez nous, l'air est effectivement très pollué. On a parlé des petites bêtes, des acariens qui sont allergisants. On a nos petites bêtes adorées. On a énormément, je sais plus quel est le chiffre, mais beaucoup plus d'animaux que de Français en France. Donc, on a tous un chat et plusieurs chats, plusieurs chiens. Ce sont des allergènes, mais on a également beaucoup de polluants. On n'y prête pas forcément attention. Mais quand on fait de la peinture, ça peut dégager des composés organiques volatiles. Quand on achète des meubles, ça peut dégager de nombreux composés organiques volatiles dont on sait qui peuvent être toxiques pour les voies respiratoires. L'encens qui peuvent parfumer, les parfums d'intérieur, même les huiles essentielles. Ça parfume, ça sent bon, c'est censé tuer les acariens. En réalité, ça reste beaucoup plus longtemps dans l'air et ça peut être aussi toxique parce que l'huile, c'est pas fait pour aller sur le poumon. On peut effectivement avoir des moisissures et mettre longtemps, Marine va nous l'expliquer tout à l'heure, pour s'en apercevoir avec beaucoup de patients quand on leur pose la question de savoir si c'est humide, s'il y a des moisissures, ils disent non. Alors qu'en réalité, ça peut arriver dans toutes les maisons. Le tabagisme aussi, on n'a pas évoqué, mais exactement, tout à fait, oui, qui est un des premiers polluants. Alors, on a encore presque 30% de la population en France qui fume, ce qui est énorme, avec moins de fumeurs dans les domiciles quand même que de notre génération à nous qui avons grandi dans un grand nuage de fumée. Pour tous ceux qui sont nés dans les années 60, 70, 80, là, il y a quand même une prise de conscience sur le fait que fallait pas fumer chez soi, les bougies et j'en oublie sûrement. La liste est longue en effet et ces dangers sont assez multiples. Alors une pollution de l'air intérieur qui entraîne bien sûr des allergies. Quand on dit ça, de quoi parle-t-on? De quelle pathologie parle-t-on en fait? Tout simplement le nez bouché. Déjà, ce qui est
extrêmement banalisé. Meryl le montrait tout à l'heure, d'être allongé, de ronfler, c'est signe de sommeil profond. Non, un sommeil profond, ça ne fait pas plus de bruit qu'un sommeil léger. Faire du bruit, être gêné pour respirer par le nez, c'est pas normal. Et on a énormément de patients qui banalisent ça et de médecins, de professionnels. La rhinite, ça va de pair avec l'asthme. Quand on a une allergie, ça commence par le nez, mais c'est la même muqueuse, donc on peut avoir de l'asthme, de la toux, de la gêne respiratoire. Mais il y a aussi tout un phénomène d'irritation. Il y a beaucoup de ces polluants ou même des allergènes qui peuvent avoir une toxicité qui ne passe pas par un phénomène allergique. Et ensuite, on peut avoir des pathologies plus complexes, plus graves, comme celle dont Marine va nous parler tout à l'heure. Alors, ces maladies, donc, vous le dites, ont un impact direct, en effet, sur notre respiration et donc des conséquences sur le sommeil. Quelles manifestations, justement ? Eh bien, tout simplement ce dont on a parlé tout à l'heure, je le reprends pour ceux qui prennent en cours de route. Notre arbre respiratoire est fait pour respirer par le nez, bouche fermée, avec une muqueuse qui réchauffe, humidifie, filtre l'air. Et donc, si on a le nez bouché parce qu'il est gonflé, la muqueuse, à cause des irritants, à cause de l'allergie, on va avoir des difficultés à faire rentrer de l'air et ça va donner des micro-éveils. Donc déjà, ne serait-ce que ça, le nez bouché, la bouche un peu ouverte, ça va fragmenter le sommeil et altérer la qualité du sommeil. Christine Roland, justement, les chiffres sont là. Vous allez nous les donner. Ils prouvent ce lien entre allergie respiratoire et perturbation du sommeil. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça. Ah oui, tout à fait. Déjà, on l'a tous expérimenté. Quand on a un rhume, on a du mal à dormir. On se réveille régulièrement la nuit. Et certaines études ont démontré que 57% des adultes et 88% des enfants qui ont une rhinite allergique, donc c'est cette fameuse rhinite qu'on appelle aussi rhume des foins, ont des difficultés de sommeil. Ils ont beaucoup plus, les personnes qui ont ce type de maladie ont 10 fois plus de micro-éveils la nuit que quelqu'un qui n'a pas de rhinite allergique. Donc vous vous réveillez 10 fois plus. Alors vous n'en êtes pas toujours conscient, c'est ce qu'on appelle les micro-éveils, mais malgré tout, ça montre que le sommeil est perturbé, qu'il est fragmenté, et que donc il ne peut pas être de bonne qualité. Avec des insomnies aussi. Et également les insomnies, oui, notamment parce que ça, on a aussi démontré que plus l'allergie était sévère, plus les conséquences sur le sommeil allaient être importantes. Et à peu près un tiers des personnes qui ont des allergies sévères et persistantes, eh bien, souffrent d'insomnie. Aujourd'hui, vous nous dites on a un peu banalisé l'allergie. Ah je crois que c'est le gros problème. Aujourd'hui, tout le monde est allergique. L'allergique, c'est devenu un mot fourre-tout. On est allergique à tout. On est allergique à sa belle-mère, on est allergique à son patron, à son travail. On est allergique à tout. De ce fait, l'allergie n'est pas véritablement prise au sérieux. Or, l'allergie peut aussi, à plusieurs visages, il y a différents types d'allergies. Il y a l'allergie respiratoire, il y a l'allergie cutanée, il y a l'allergie alimentaire. Enfin, on a beaucoup de possibilités, malheureusement, d'être allergique. Mais du fait que c'est banalisé, eh bien, on ne va pas consulter. On a beaucoup de personnes qui nous disent oui, moi tous les ans c'est la même chose. Au mois de juin, je suis complètement, j'éternue tout le temps, j'ai le nez qui coule, j'ai les yeux qui pleurent. Mais bon, ma mère était comme ça, mon père était comme ça. De toute façon, ça va passer. Oui, sauf que malheureusement, ça ne passe pas toujours, et que quand on laisse l'allergie s'installer, elle peut évoluer, elle peut s'aggraver, elle peut se transformer en asthme. Enfin bon, il y a différentes conséquences qui peuvent être vraiment très ennuyeuses. Et puis, encore une fois, cet impact sur le sommeil, il est sous-estimé. Donc, il faut aller consulter parce qu'il y a des solutions. Et une des conséquences, justement, on va parler de l'apnée du sommeil, docteur Elafi. Ce problème d'apnée du sommeil, il peut apparaître extrêmement tôt et c'est vrai qu'on l'ignore souvent dès l'enfance.
Ah oui, complètement. Les études chez l'enfant sont moins nombreuses que chez l'adulte, mais elles existent depuis plus de 40 ans. Et on a toujours, malheureusement, l'image de la personne âgée obèse qui s'endort le nez dans son assiette. Et quand on parle d'apnée, beaucoup pensent que chez l'enfant, ça n'existe pas. En revanche, ce qu'on a montré, d'ailleurs, on préfère souvent utiliser le terme de troubles respiratoires obstructifs, parce que ce sont des enfants qui vont pas forcément, vous n'allez pas entendre s'arrêter pendant plusieurs secondes, même si ça peut arriver. C'est des enfants qui vont effectivement essayer de respirer. Et je donne l'image, souvent, quand on rentre dans la chambre de son enfant, on ne doit pas l'entendre respirer, en fait. Des fois, c'est juste une respiration un peu forte, bouche entrouverte. Quand vous rentrez dans la chambre, pour entendre le flux, la respiration de l'enfant, il faut être l'oreille près de son nez pour l'entendre faire. Tout autre bruit n'est pas normal. Et comme on disait tout à l'heure, l'allergie, le premier allergène chez l'enfant, c'est l'acarien et ça commence très tôt. Donc, on banalise, comme on disait avec Christine, on banalise tout. L'enfant qui se réveille plusieurs fois par nuit, bon, c'est normal, c'est de la faute des parents parce que quand il pleure, on va le voir. Ensuite, il est tout le temps malade, c'est normal, c'est la crèche chope tous les virus. Ensuite, il bouge partout, c'est normal, il est mal élevé. En revanche, personne ne se pose la question de savoir, ce petit bout de chou, est-ce que c'est normal que la nuit, on l'entende faire se réveiller en âge, être énervé dans la journée? Eh bien non, ça commence très jeune et si on ne le soigne pas, ça arrive à l'âge adulte. Il n'y a pas que la respiration d'ailleurs. Un enfant qui se lève très souvent, vous dites, pour boire ou qui transpire, il y a beaucoup d'autres symptômes à repérer. Ah oui, oui, complètement. Au-delà du bruit, un enfant qui ne ronfle pas, ça ne veut pas dire qu'il a un sommeil apaisé, parce que le ronflement, on peut ne pas l'entendre. Et il y a beaucoup de symptômes. Donc, le fait de transpirer, d'avoir la nuque mouillée, de beaucoup bouger, de se réveiller pour boire de l'eau, de tomber de son lit. Des fois, il y a des enfants qui tombent ou qui vont réveiller leurs parents, d'avoir besoin d'allonger les nuits de sommeil, de se réveiller grognon, d'avoir des problèmes de gestion des émotions, des enfants qui prennent la mouche, qui s'énervent, qui sont agressifs avec les autres, et tous les problèmes d'apprentissage qui peuvent s'installer à cause de cette fragmentation du sommeil. Donc, il faut vraiment être attaché aux signes et aux symptômes qu'il peut y avoir, la bouche ouverte, les yeux cernés, l'enfant qui est un peu pâle, tout ça, ça doit alerter. Est-ce qu'on a une estimation des enfants qui sont touchés ? Oui, l'estimation basse des anciennes études qui commencent à avoir une vingtaine d'années, on dit 2 à 5%, donc ça fait quand même déjà un enfant par classe. Les études plus récentes estiment que si on prend tous les troubles respiratoires, c'est-à-dire sans s'arrêter sur les chiffres d'une polysomnographie, mais sur les symptômes, on est plus proche de 20%. Christine le disait, Christine Roland, vous le disiez tout à l'heure, en présence de ces symptômes, il faut vraiment s'interroger, il faut pas passer à côté, il faut pas faire l'autruche, quoi. Il faut aller consulter. Il faut aller consulter. Alors, l'idéal étant de consulter un allergologue, mais les délais sont quand même très longs. Il y a de moins en moins d'allergologues, malheureusement. Mais déjà, aller voir le médecin traitant qui peut d'ores et déjà proposer des tests qui permettent bien je dirais, de dégrossir le terrain et qui peut ensuite envoyer vers un allergologue lorsque, par exemple, il est nécessaire de réaliser une désensibilisation. D'ailleurs, à ce propos, si cela vous intéresse, nous organisons mardi un webinaire, enfin une conférence sur Internet en direct sur la désensibilisation à 18h sur notre page Facebook, parce que c'est pas quelque chose qui est toujours bien connu et on ne sait pas qui peut en bénéficier ou pas. Et c'est vrai, Madia le disait tout à l'heure, on a beaucoup d'idées fausses qui circulent dans l'allergie, bon, comme dans beaucoup de maladies malheureusement, mais on peut faire très tôt des tests d'allergie chez l'enfant. Et il faut arrêter avec le pas avant 6 ans, etc. Non, il faut traiter les enfants le plus tôt possible. En tout cas, il faut s'interroger, il faut essayer de voir si réellement ils sont allergiques et à partir de là, les prendre en charge. Alors, une pollution de l'air intérieur qui a parfois, en effet, on va le voir, des effets gravissimes. Marine Leblond, vous avez 27 ans et votre vie a basculé il y a maintenant 4 ans à cause de moisissures. Racontez-nous comment c'est arrivé. Qu'est-ce que vous avez ressenti il y a 4 ans ?
Alors en janvier 2020, j'ai commencé à avoir des premiers symptômes, lèvres bleues, les ongles bleus, essoufflement. Je montais quelques marches et je me retrouvais vraiment à quatre pattes, avec difficulté à reprendre mon souffle. C'était vraiment devenu très compliqué et c'est arrivé très rapidement, limite du jour au lendemain. Du jour au lendemain, c'est-à-dire que votre état de santé s'est dégradé très soudainement. Oui, en fait, on va dire la semaine d'avant, j'étais au sport et la semaine d'après, j'étais plus capable de monter une dizaine d'étages. Et on vous dit quoi? Vous consultez? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous dites quoi, vous? Moi, au début, on me dit que c'est une grippe. Donc, on me dit que j'ai la grippe A. 2 semaines après, on me dit que j'ai la grippe B. Bon, je me dis ok, j'ai pas de chance. Peut-être qu'on va me dire que j'ai la grippe C après. Mais du coup, je me dis ça va passer, mais à la fois je sens que je suis vraiment mal et je sais que c'est plus grave qu'une grippe. Et donc je vais consulter pas mal. Je vais avoir la chance de tomber sur une bonne pneumologue et qui va me faire les examens assez rapidement et qui après va m'envoyer vers un spécialiste. Alors le diagnostic tombe. Après moult examens, je pense, une biopsie notamment. Oui, j'ai une biopsie chirurgicale pulmonaire. Oui. Le diagnostic tombe et on vous dit quoi? À ce moment-là, je suis au travail et j'ai mon pneumologue qui m'appelle en me disant Marine, faut vérifier dans votre logement, vous devez avoir de la moisissure. Je lui dis non, j'ai pas de moisissure chez moi. Il me dit rentrez chez vous et poussez tous vos meubles, regardez partout. Je dis ok. Donc, il vous dit ce que vous avez? Et lui, il me dit que j'ai une pneumopathie d'hypersensibilité sur environnement. Donc maintenant, il faut trouver la cause. J'ai pas d'oiseaux chez moi. J'ai jamais travaillé dans un poulailler. Je suis pas dans le bâtiment. Donc pour lui, c'est la moisissure et c'est sûr. Donc je rentre chez moi et je bouge directement. Je pense à ma tête de lit. Vous n'aviez jamais remarqué aucune moisissure sur vos murs? Non. Jamais. J'ai bougé à plusieurs reprises mes meubles de place, etc. J'ai jamais rien vu qui m'a alertée. Et en plus, je connais un peu parce que moi, mon papa, il est dans le bâtiment, donc je connais un petit peu la moisissure, les dégâts des eaux, etc. Et là, je lève la tête de mon lit et en effet, je vois un mur noir de mousse, de coulure. Et là, j'appelle tout de suite mon pneumologue en lui disant vous avez raison. Et il me dit vous quittez ce logement, c'est une question de vie ou de mort. Une question de vie ou de mort. Docteur, ces moisissures, ce sont quoi? Des champignons, des micro-organismes? Oui. Et en quoi sont-ils si toxiques pour les poumons de Marine? Alors, il y a plusieurs processus. Ça peut dégager, déjà, c'est des spores qui sont dans l'air, donc on va les respirer sans les voir à l'œil nu. Effectivement, ça peut se retrouver dans des endroits qu'on va pas forcément voir, donc se multiplier et être présent en quantité très importante. Ils peuvent dégager des molécules qui sont toxiques et qui vont abîmer l'arbre respiratoire, qui peuvent même faire gratter les yeux, donner des symptômes qui sont non allergiques, non spécifiques, plus par irritation, peuvent donner des allergies comme on connaît, dont on vient de parler, avec un processus allergique direct. Je suis en contact, j'ai une rhinite ou un asthme. Et on peut avoir dans certains cas la pathologie qu'a présentée Marine, qui est une pneumopathie d'hypersensibilité qui est un processus allergique différent qui va s'attaquer aux poumons et expliquer la gravité de la situation et les soins dont a bénéficié. Mais est-ce qu'il faut une exposition très longue à ces moisissures? Longue et intense. Là, effectivement, Marine, vous étiez dans cet appartement depuis longtemps? J'étais dans cet appartement depuis plusieurs années, oui, mais j'avais jamais vu cette moisissure malgré que je déplaçais mes meubles. Comme tout le monde, on change toujours un peu notre chambre de place. Jamais rien vu, jamais rien senti. Donc j'avais vraiment pas connaissance. Sinon, j'aurais agi bien avant.
Et docteur, ça peut être en effet. Alors cette exposition, elle est une exposition longue quand même. Oui, elle peut être aiguë en quantité. Et puis ce qui peut se passer, moi j'ai eu la même chose dans ma maison, c'est-à-dire que alors à un moment, moi j'avais senti une odeur un peu bizarre, mais qui n'était pas une vraie odeur de moisissure comme on peut avoir dans les caves, qui se dit tiens j'ai du moisi quelque part. Et c'était une micro fissure dans un tuyau. Donc on se dit, moi j'ai pas d'humidité chez moi, j'aère, j'ai pas de dégâts des eaux, donc il y a pas de moisissure chez moi. Et en fait, nous c'était dans un fond de placard parce que la tuyauterie avait été faite dans un mur et il y avait une micro fissure. Et donc, comme c'était un endroit un peu en retrait, un peu comme la tête de lit qu'on va pas forcément toujours tirer, et ça s'était développé sur plusieurs mois. Oui. Alors, Marine, la fibrose est installée. Votre santé se dégrade assez rapidement et vous êtes en attente d'une greffe pulmonaire. Et je crois que c'était le 16 mai 2022. C'est le miracle. C'est ça. On a essayé beaucoup de traitements avant ça, rien n'a marché parce que pour les personnes qui connaissent la fibrose, quand elle est installée, malheureusement, il y a rien qui l'arrête. On peut la ralentir, mais elle est évolutive et la fibrose, c'est le décès ou la greffe pulmonaire. Et après avoir été mise sur la liste normale d'attente, j'ai été placée en super urgence, 3 semaines en réanimation. Et on annonce le 14 mai à ma famille qu'il reste 24-48 heures de vie et que s'il n'y a pas le greffon, c'est terminé. Et le 16 mai au matin, donc les dernières heures, on m'annonce qu'il y a un greffon pour moi. Et là, oui, c'est un miracle. On s'y attendait plus. Alors, aujourd'hui, vous avez été greffé. Quel est votre état de santé? Dans quel état êtes-vous? Et qu'est-ce que vous pouvez faire et ne plus faire? Alors moi, j'ai eu un parcours très compliqué avant greffe parce que j'ai été 3 semaines allaitée sous ECMO, donc c'est une machine assez imposante qu'on place dans l'aine, etc. Donc on peut pas bouger du tout. Donc 3 semaines allaitée, déjà on perd tous nos muscles, on perd tout, les nerfs, etc. Ça s'atrophie. Et donc je me suis réveillée du coma après 2 semaines et en fait j'avais des neuropathies au niveau des jambes, donc je pouvais plus bouger même un doigt. J'ai dû tout réapprendre comme un enfant. Aujourd'hui, je remarche. Bon, des fois, c'était un petit peu difficile pour moi, mais déjà, c'est un bon point. Et après, j'ai manqué beaucoup d'oxygène pendant l'attente de cette greffe. Donc aujourd'hui, c'est les reins et le foie qui souffrent. Et on me parle d'une greffe de ces 2 organes. Donc c'est pas facile à accepter. Mais on avance. Personnellement, j'essaye de pas trop y penser et je me dis, au moment où ça va avoir lieu, ça aura lieu. Mais pour le moment, j'essaie de stabiliser et de faire au mieux. Et vous profitez de la vie? Oui, j'essaye de profiter de la vie. Je voulais pas aller à des concerts parce que, par exemple, j'avais peur des attentats. Bon, là, d'ailleurs, il y en a eu un, malheureusement. Mais aujourd'hui, je vais à des concerts. J'ai repris les voyages. La vie, elle est trop courte et donc il faut en profiter, oui. Est-ce que vous diriez que vous avez une vie presque normale? Presque normale, non, parce que j'ai pas pu reprendre le travail. J'ai ma maman qui est tous les jours avec moi. Je peux pas, par exemple, faire des courses si je dois porter des sacs, je peux pas les faire toute seule. J'ai perdu beaucoup d'autonomie, mais j'ai quand même eu beaucoup de chance et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux que ce que j'ai pu connaître. Et à propos de cette pollution de l'air intérieur, des moisissures donc qui ont impacté votre vie là, vous dites quoi? J'aurais jamais imaginé. On n'en parle pas. Le sujet est tabou. On n'ose pas. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, chez moi, pour moi, j'étais en sécurité. Jamais je pensais que j'allais être en danger chez moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une fissure sur le mur extérieur qui donnait sur ma chambre. Et donc, ça s'est imprégné. Et vous dites aujourd'hui, il faut regarder chez soi. Oui, voilà, il faut regarder, il faut être attentif, il faut acheter les détecteurs de. On va en parler. Il faut acheter plein de choses. Franchement, il faut pas hésiter. Si elle a
la moindre doute, faire venir quelqu'un comme Bruno Tudal, un CMEI qui vient inspecter, nous aider. Enfin, il faut vraiment pas minimiser l'impact et surtout en parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la moisissure c'est être sale, alors que aucun rapport. Moi, je sais que je suis pas quelqu'un de sale, donc faut en parler. Il y en a beaucoup qui le gardent pour eux et ils se mettent en danger. Alors justement, d'où l'intérêt des conseillers médicaux en environnement intérieur, comme c'est votre métier, Bruno Tudal. Oui. Votre mission, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est d'aller étudier les conditions de vie chez les gens, dans leur logement, et trouver les causes de leur pathologie. Alors d'abord, qui décide de cette intervention? Alors, comment ça se passe? De toute façon, ça va être le médecin, généralement, qui va décider qu'on intervienne au domicile. Voilà, pour les raisons qui ont été évoquées, c'est le médecin qui se rend compte que le patient va pas bien, a des pathologies qui peuvent être associées à un problème d'environnement intérieur et va nous envoyer au domicile. On va faire une demande. Après, ce qui est plus compliqué, c'est entre guillemets nos conditions de travail et comment on intervient, comment on est financé, puisque ça, c'est encore un gros sujet aujourd'hui, puisque ça va dépendre des régions. Qui vous finance? Globalement, généralement, c'est les ARS. C'est pas le cas de toutes les ARS. Toutes les ARS ne payent pas la même chose. Les ARS en interne ne payent pas la même chose à tous les conseillers. Donc c'est compliqué. Moi, j'ai été auditionné pour ça à l'Assemblée nationale, ça va faire 5 ans, pour essayer d'avoir un métier qui soit reconnu par le ministère de la Santé, qui soit financé par la Sécurité sociale. Il y a eu beaucoup de soutien de la part des pneumologues, de l'association Asthme et Allergie, entre autres, de Santé Respiratoire France, pour qu'on puisse vraiment exercer dans de bonnes conditions. C'est toujours en cours, actuellement, à la Cour des comptes, mais on n'y est pas encore. Bon, c'est un sujet en chantier, on le comprend. En tout cas, le patient, lui, il n'a rien à payer. Le patient n'aura généralement rien à payer, sauf si, en dernier recours, on ne trouve pas de solution. Et là aussi, ça va dépendre des régions, parce que moi, si on me paye, je peux intervenir dans mon secteur. Je ne peux pas intervenir sur toute la France, quoi. Alors, très concrètement, Bruno Tudal, comment ça se passe, une visite? Une visite. Qu'est-ce que vous faites? Une visite... ça dure combien de temps, déjà? Généralement, c'est à peu près la même chose pour tous les conseillers. Ça dure à peu près 1h30, en général. Et ça va être réparti en 2 étapes. On a une première étape vraiment d'enquête. Donc pendant à peu près 3/4 d'heure, on va remplir un questionnaire pour vraiment comprendre l'histoire du patient, savoir pourquoi on est là en fait, parce que nous on a un motif de visite, mais on sait pas forcément qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui a motivé vraiment l'intervention. Donc ça nous permet de comprendre qu'il y a eu une évolution des symptômes qui peut être plus ou moins brutale. Vous lui demandez quoi, ses symptômes? On commence par voilà, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous faites de la rhinite allergique? Est-ce que vous faites de l'asthme, etc. Diagnostic d'apnée du sommeil et on va passer ensuite en revue toutes les sources potentielles du logement, donc en commençant par les équipements de chauffage, de ventilation, les produits qui sont utilisés pour le ménage, les produits d'hygiène. Vous ouvrez les placards? Moi, j'ouvre les placards, je soulève les matelas. Oui, mais voilà, il y a que comme ça qu'on trouve les solutions et ça va faire 8 ans que je fais ça et en 8 ans, le nombre de personnes pour qui j'ai pas trouvé de solution se compte sur les doigts d'une main, quoi. Donc, vous faites des mesures de température, l'humidité. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a fini le questionnaire en fait d'enquête, on a des pistes. On se dit tiens, il y a ça qu'il faut que j'aille voir. Et donc on fait le tour des pièces et on va faire des mesures. Donc les mesures de base, ça va être température, humidité, CO2, à la fois pour voir le risque de développement des acariens et des moisissures, qui aiment bien la chaleur et l'humidité, et le CO2, ça va être un bon indicateur du renouvellement d'air, puisque quand on est présent dans une pièce, forcément, on fait monter le niveau de CO2. Si il n'est pas évacué, ça va avoir tendance à monter, donc ça va forcément nous indiquer que là, il y a un problème.
Et après, on connaît les conséquences, qui est de toute façon une accumulation des polluants et des allergènes. Alors, je crois qu'il y a une pièce que vous ciblez en particulier à chaque intervention, et ça nous ramène à notre thème du sommeil, c'est la chambre. Pourquoi la chambre ? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas toujours la chambre le problème, mais c'est quand même très souvent la chambre, et c'est surtout très important. Alors, surtout maintenant que je travaille aussi sur le sommeil, mais en fait, si déjà dans la chambre ça va pas, ça pourra pas aller, quoi. Donc voilà, c'est là comme dit Madia, c'est là qu'on passe le plus de temps, et c'est quelque chose auquel on ne fait pas attention. On oublie souvent de l'aérer, cette chambre. On oublie d'aérer, on oublie même de vérifier que l'air circule dans la chambre. On va vérifier qu'il y a une VMC dans la salle de bain, mais on va pas du tout vérifier qu'il y a une entrée d'air à la fenêtre de la chambre pour que l'air rentre et puisse circuler jusqu'à la salle de bain. Et même parfois on bouche peut-être les... Oui, souvent c'est bouché parce que ça fait des courants d'air froid, parce que ça fait perdre de l'énergie en hiver, et donc soit avec du scotch, soit avec de l'aluminium, soit avec du coton, j'ai vu un peu de tout, hein. Mais en tout cas, les gens se rendent pas compte à quel point c'est important d'avoir de l'air qui se renouvelle en permanence, surtout pendant qu'on dort. Parce qu'on se retrouve en fait après dans une pièce totalement étanche. Exactement, moi j'appelle ça un bocal, hein. On dort dans un bocal, donc c'est comme si on mettait un sac plastique sur la tête, voilà, sauf que c'est un peu plus long, mais c'est exactement la même chose. Et puis forcément, quand on respire la nuit, on dégage aussi de la vapeur d'eau, et si elle n'est pas évacuée, ça va faire de l'humidité, des moisissures dans la chambre et plus d'acariens. Alors une fois que vous avez fait tout ce diagnostic, que vous avez retourné les matelas, que vous avez ouvert les placards, qu'est-ce qui se passe ? Vous faites quoi ? Donc à partir de là, on va faire un compte rendu de visite, donc qui va reprendre vraiment toutes les observations et faire ressortir les principaux points négatifs. Des fois, il y en a beaucoup, c'est difficile de tous les reprendre, mais on va surtout essayer de prioriser et surtout de donner des conseils par étapes. Moi, quand j'ai commencé, je donnais vraiment beaucoup de conseils comme ça à la volée, et on m'a dit mais attendez, on peut pas tout faire, quoi. Et que ce soit les médecins ou les patients, ils m'ont dit mais là il y a beaucoup trop de choses. Et donc aujourd'hui, moi, je cible toujours 3 conseils prioritaires. Et ça peut être quoi, les 3 conseils ? Souvent, ce qui ressort, ça va être de faire vérifier la ventilation par un professionnel. C'est difficile de trouver un professionnel qui s'y connaisse, mais c'est quand même le plus important, très souvent. Après, ça peut être d'utiliser une housse anti-acarien qui soit homologuée, qui soit pas une housse de supermarché. Et puis ensuite on va voir par exemple ne pas utiliser des produits ménagers irritants, parce que on a des personnes qui sont très malades mais qui nous disent pendant l'enquête moi je désinfecte tous les jours à la javel, voilà. Oui, et on n'a pas besoin en effet de désinfecter avec de l'eau de javel son appartement, ça c'est sûr. Évidemment. Christine Roland, vous vouliez réagir à ça, à ces conseils qu'on peut donner ? Ils sont tout à fait pertinents, bien sûr. Non, mais je voudrais juste revenir sur une chose. On a vu une augmentation vraiment très importante des allergies à partir de 1974. Et c'est le moment où il y a eu le premier choc pétrolier, et avec ce qu'on appelait la chasse au gaspillage. À l'époque, les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, il fallait à tout prix boucher toutes les ouvertures, faire en sorte qu'il n'y ait pas de déperdition d'énergie. Et ça revient à ce que disait Bruno sur le bocal. Mais on l'a vu de façon extrêmement nette. Les allergies ont commencé à se développer à ce moment-là. Donc c'est quand même, je trouve, riche d'enseignements. Et effectivement, il faut aérer. Ça, je crois que... Et on l'a dit tout à l'heure, lutter contre les bougies parfumées, l'encens, les huiles essentielles, etc., dont on fait toujours énormément de publicité et qui sont très mauvaises pour les personnes allergiques, asthmatiques, qui ont des problèmes respiratoires. À ce propos-là, Bruno Tudal, vous dites que vous visitez souvent des chambres d'ados qui fument en cachette et qui cherchent justement à masquer la fumée avec des huiles essentielles, de l'encens. Alors là, c'est très, très, très mauvais.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que dans une chambre d'ado, ça peut sentir soit les chaussettes, soit soit l'encens, hein, mais vaut mieux sentir les chaussettes. Bah oui, il vaut mieux sentir les chaussettes, mais même s'il y a une odeur de chaussettes, ça veut dire que de toute façon l'odeur stagne et donc il n'y a pas assez de renouvellement d'air, que les fenêtres sont pas ouvertes et que la ventilation ne suffit pas, quoi. Et donc c'est pour ça que moi, quand je fais les mesures de CO2, en fait, je le vois très vite, quelle que soit l'heure de la journée à laquelle je passe dans les logements. S'il n'y a pas assez de renouvellement d'air, en fait, je le vois très vite avec le niveau de CO2. Et on vous renvoie au livre de Bruno Tudal, La qualité de l'air intérieur pour les nuls, avec plein de conseils pour justement améliorer cette qualité de l'air intérieur et plein de petits trucs très bien. C'est très gentil, merci. Pardon, mais par contre, je précise, je suis co-auteur. Co-auteur. Vous êtes co-auteur. Vous êtes deux à avoir. On est 17 en tout. 17. Mais il y a je suis travail. un des principaux co-auteurs. Un des principaux co-auteurs de cette qualité de l'air intérieur pour les nuls. Est-ce que, Bruno Tudal, on parlait de ce tabou qui existe encore de ces personnes qui n'osent pas parler de leur logement en disant on va m'accuser d'être sale, de ne pas nettoyer. Est-ce que vous constatez, vous, un lien entre la qualité de l'intérieur et puis des logements peut-être plus précaires, c'est une mauvaise qualité de l'intérieur et des logements précaires, ou alors tout le monde peut être concerné? Alors tout le monde peut être concerné, hein, je confirme, comme le disait Madia, ça peut vraiment arriver dans n'importe quel logement. C'est vrai que on a un peu cette étiquette-là parce que le métier de CMEI est né aussi avec une vocation sociale. D'aller dans des logements sociaux où il y a forcément plus de problèmes qu'ailleurs pour des raisons économiques. Voilà, moi, une des premières visites que j'ai faites, c'était chez une architecte. Mon premier jour officiellement comme CMEI, je suis tombé chez une architecte qui avait fait elle-même sa maison. Donc c'était pas un logement social. Avec des moyens, on peut penser, voilà. Avec des moyens. Mais par contre, elle était tellement mal qu'elle ne pouvait plus travailler à cause de ça. Et j'ai découvert que c'était parce qu'elle s'était exposée à tout un cocktail de produits chimiques qui lui donnaient des maux de tête, etc. Et pour essayer de compenser, elle se respirait des huiles essentielles à longueur de journée pour se sentir mieux. Et dès que je lui ai fait arrêter tout ça, elle a été mieux, elle a repris son travail et elle a repris sa vie. Parce qu'elle s'était créée en fait un petit atelier de... Elle avait dans sa chambre un petit atelier de loisirs créatifs, sachant que dans sa chambre, elle avait un petit coin salle de bain, douche, et dans laquelle la ventilation ne fonctionnait pas. Elle avait un Velux, c'était il y a bientôt 8 ans, je m'en rappelle très bien. Elle avait un Velux où il n'y avait pas d'entrée d'air. La ventilation de la salle de bain qui ne fonctionnait pas et l'atelier de loisirs créatifs. Donc elle avait pas de problème particulièrement de moisissure. Par contre, c'était vraiment un problème chimique à respirer l'école, les vernis, etc. tous les jours et plus les produits d'entretien, etc. Docteur Elafi, on voit tout l'intérêt du métier de Bruno Tudal. Vous demandez, vous, pour vos patients, ce genre d'intervention? Ah oui, moi je suis l'un des premiers soutiens de Bruno et des CMEI. En tant que pneumo-allergo, je suis convaincue depuis longtemps par la nécessité des visites à domicile. J'ai des enfants qui ont des allergies, donc j'avais fait passer chez moi une CMEI qui a relevé des choses que tout un chacun font. Hein. Moi, j'ai des tapis, des plantes d'intérieur avec de développement de moisissures, des rideaux, enfin déjà pas mal de choses. Et j'avais bénéficié de certains conseils comme le lit contre le mur, tout ça. En tant que médecin, j'essaye au maximum de faire passer la CMEI. Je suis embêtée parce que ils sont tellement peu nombreux que moi sur ma région j'ai une CMEI, donc j'ose pas trop la solliciter. Donc je lui demande de passer chez les patients vraiment les plus graves, notamment quand j'ai des fratries entières dans des familles où effectivement il y a j'appelle ça souvent la double peine, hein, c'est-à-dire que ils vont avoir des petits logements, il va y avoir des problèmes de précarité énergétique, et ainsi de suite. En revanche, je suis convaincue que ça devrait être
au moins une visite une fois dans la vie d'un patient qui a une pathologie allergique ou respiratoire, parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont découvertes par le CMEI, il y a des questions, des conseils qui sont extrêmement précieux. Nous, on peut en donner quelques-uns en consultation, mais la consultation n'est pas assez longue pour faire et le diagnostic à l'interrogatoire et expliquer les traitements et en plus les conseils au domicile. Et comme on l'a tous dit, les patients, quand on leur pose la question, moi je pose systématiquement la question de l'environnement, parmi laquelle l'humidité et moisissure. Beaucoup sont choqués. Et réagissent comme si je leur demandais s'ils étaient sales, s'ils n'allaient pas faire le ménage chez eux. Ah non, mais moi j'ai une maison neuve. Alors ça revient souvent. Non, la maison est neuve. Alors, comment leur expliquer que neuf, ça veut pas dire sain? Souvent, généralement, je fais la grimace. Oui, mais neuf, d'abord, j'ai déjà eu des patients qui ont eu des problèmes de moisissure très importants sur une malfaçon. Donc neuf, ça peut être problématique d'emblée. Il y a les peintures. Et puis il y a les peintures, et puis il y a tous les meubles neufs, et ainsi de suite. Donc effectivement, on aurait besoin que ça passe dans la loi et que ce soit vraiment généralisé. On nous demande à nous, praticiens, de faire de la prévention, et effectivement, il manque quand même beaucoup de moyens en face. Quels sont les délais qu'on ait une idée pour obtenir ce Quand nous faites une demande, elle est en général entre 3 et 6 mois, réalisée 3 et 6 mois après la demande, tellement la CMEI est débordée. Et elle m'a dit, quand je l'ai rencontrée, que j'étais l'une de ses plus grandes prescriptrices sur la région. Marine, on suppose que vous, ce dispositif, il a toutes vos faveurs. Moi, vous êtes à fond pour. Oui, moi je suis totalement pour. Mon pneumologue, il m'avait fait venir une CMEI. Mais malheureusement pour moi, en fait, on n'a pas suivi le chemin de base parce qu'il y avait une urgence au vu de ma santé et les prélèvements ont été perdus. Donc, mais sinon, c'est très important. Moi, je soutiens, Bruno, et puis c'est primordial pour en parler, pour diagnostiquer en effet tous ces problèmes. Hein. Oui. Bruno Tudal, comment faire justement pour faire que ces visites soient plus nombreuses, pour déployer ce dispositif? Il faut être inventif, il faut innover, parce que vous voyez bien que même si on me dit toujours que c'est un nouveau métier, c'est pas un nouveau métier, ça a une trentaine d'années. C'est difficile d'être partout. Quand les médecins nous connaissent, font appel à nous, on a beaucoup de demandes. Effectivement, ça va très vite. Donc, pour arriver à vraiment répondre à la demande, il y a pas 36 solutions aujourd'hui. Moi, je parle en ce qui me concerne, mais j'ai développé une application justement. Ça a été très compliqué, mais là, ça y est, maintenant on y est. On a une application numérique qui permet aux médecins d'avoir un suivi de la qualité de l'air chez les patients. Vous faites ça à distance, en fait, avec des capteurs? Avec des capteurs. Alors, on peut faire avec des prélèvements de moisissure aussi, etc. Mais moi, je travaille sur l'utilisation de capteurs, déjà pour avoir les paramètres de base, température, humidité, CO2. Aujourd'hui, on peut le mettre chez n'importe quel patient et moi, je reçois les résultats, je les traite à distance. C'est déjà un pas incroyable. Parce ça que, marche. Et ça marche très bien. Je l'ai déjà fait sur des centaines de mesures, que ce soit dans des logements, dans des bureaux, dans des écoles. Ça fonctionne très bien pour avoir un premier avis. Après, en fait, on voit surtout si ça va ou si ça va pas. Et si ça va pas, on va aller chercher un peu plus loin. Docteur Elafi et puis Christine Roland, toutes les deux, quel rôle justement pour faire connaître tous ces problèmes de qualité de l'air intérieur, de cet impact que tout ça a sur notre sommeil? Les messages, qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui? Comment pouvez-vous vous y prendre pour qu'on en parle plus? C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que l'on fait pas mal aussi de lobbying. Alors, en principe, on n'aime pas trop le mot. Ça a toujours une connotation négative. Mais là, c'est plutôt du positif, du plaidoyer, on va dire, auprès des différentes autorités pour vraiment faire connaître ce problème lié aux allergies de l'air intérieur.
On a fait déposer des amendements pour essayer de faire reconnaître ce métier de conseiller médical en environnement intérieur, de le faire financer. À chaque fois, c'est retoqué, mais bon, je pense qu'à un moment, ça ne fait que 25 ou 30 ans qu'on fait ça, donc à un moment, ça devrait quand même finir par réussir. On a, avec la Fédération française d'allergologie, on a édité un plan quinquennal pour la prise en charge des allergies, donc avec beaucoup de conseils pratiques, etc. On a été entendu au ministère de la Santé, direction de l'offre de soins, etc. Tout le monde trouve ça extrêmement intéressant, mais malheureusement, il y a peu de résultats concrets. Je pense qu'il faut continuer à en parler. Il faut que ça vienne aussi des patients, que ça vienne de nous tous, qu'on trouve l'information. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même différentes associations qui vous proposent des messages qui sont validés. Donc, n'allez pas écouter les pubs à la radio qui vont vous vanter les mérites des huiles essentielles pour lutter contre les acariens. Il y a vraiment autre chose à faire. Donc, consultez nos différents sites Internet, vous trouverez vraiment des informations qui sont scientifiquement validées, des conseils pratiques. Il y a un site aussi des conseillers médicaux en environnement intérieur qui doit s'appeler cmei.fr, je crois, ou France-france.fr. Enfin, vous tapez CMEI, vous allez le trouver. Voilà, donc il faut vraiment essayer d'aller à la source des informations et puis ne pas oublier aussi de consulter un médecin quand on a des doutes, quand on sent qu'on n'est pas parfaitement bien, quand on soupçonne une allergie, parce qu'on est tous capables de soupçonner une allergie. Alors je ne parle pas évidemment de ce qui vous est arrivé, qui est un cas quand même très particulier, qui est extrême. Dieu merci, ce n'est pas la majorité des cas. Mais si vous avez le nez qui coule, les yeux qui pleurent, la gorge qui gratte, voilà, ce n'est pas... Vous ne consulterez pas pour rien. Voilà, je pense que ça, il faut vraiment être vigilant, il faut s'écouter et on trouve quand même des professionnels aujourd'hui qui ont la réponse. Mais vous savez, je disais tout à l'heure que l'allergie était très banalisée. On se rend compte que en France, le délai moyen pour obtenir un diagnostic, il est de 7 ans. Donc c'est considérable. En 7 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Et surtout quand on voit les répercussions que l'allergie peut avoir sur d'autres aspects de la vie, notamment le sommeil, mais il y en a d'autres, je pense que vraiment, il faut se prendre en charge. Docteur Elafi, je suppose que vous êtes d'accord avec tout ça. Ah, complètement, je rejoins tout à fait Christine là-dessus. J'ajouterais que l'environnement intérieur, c'est le logement dans lequel on vit, c'est aussi le travail. Ça m'arrive de demander, pas toujours simple, des visites sur le lieu de travail avec des patients, des patientes. Je me souviens notamment d'une patiente qui était prof en collège, avec des problèmes d'ouverture de fenêtres, de moisissure, d'humidité sur son lieu de travail. Enfin, j'ai plusieurs exemples en tête. Les chauffeurs avec le milieu intérieur dans les cabines et dans les véhicules, les conducteurs de métro. Vous savez que le métro parisien est un des endroits les plus pollués en France. Il y a effectivement énormément de communication. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'associations qui se fédèrent. C'est les professionnels avec les patients qui font émerger un problème de santé publique, c'est un vrai problème de santé publique, et qui va solliciter de l'action publique, parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire de la prévention, mais qu'on a vraiment besoin qu'il y ait des vraies actions de prévention qui soient mises en place, que ce soit pas juste des beaux discours, mais qu'il y ait vraiment des faits. Et pour qu'il y ait des faits, il faut qu'il y ait des sommes qui soient allouées à ces actions. Marine Leblond, on va vous donner la parole en dernier. Votre message aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez dire ? Moi, mon message, du coup, c'est principalement pour la moisissure, mais vraiment être attentif à son logement, ne pas négliger, en parler, consulter, parce que moi, ça m'a
failli me coûter la vie, ça m'a coûté beaucoup de projets. Donc j'ai perdu beaucoup de choses dans cette bataille. Ça a été très long et très difficile. Donc si ça peut ne pas arriver à d'autres personnes, bah tant mieux. Et également, moi mon petit plus, c'est sensibiliser sur le don d'organes parce que on manque énormément de donneurs. Aujourd'hui, on est tous donneurs officiels, mais il faut quand même en parler à ses proches parce que les dernières personnes qui ont le dernier mot, bah c'est nos proches. Sinon, on est pas en état. Donc, il faut bien mentionner à tous nos proches qu'on est donneurs officiels, malgré que nous le soyons. Il faut le re-mentionner encore une fois. Merci Marine. En tout cas, c'est ces poumons qui vous ont sauvé la vie d'un donneur. Oui. Oui. Aujourd'hui, je vis pour 2 personnes. Chaque chose que je fais, je pense à ma donneuse et on vit à 2. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle et à distance? Peut-être un... Tout d'abord, je vous remercie chacun d'entre vous pour vos témoignages et vos éclairages. J'ai des questions. L'air intérieur peut être pollué à domicile, vous en avez parlé, également sur les lieux de l'entreprise. Est-ce que dans l'un des 2 cas, on peut obliger, lorsqu'on est locataire, nos propriétaires à agir? Est-ce qu'on peut accompagner nos propriétaires également ou les dirigeants d'entreprise à agir pour le bien-être de leurs collaborateurs? Et par ailleurs, deuxième question, comment assainir un air intérieur qui serait pollué, pour si possible éradiquer? Combien de temps cela prend? Alors, j'imagine que voilà. Alors, pour faire simple sur la première question, que ce soit dans le logement ou sur le lieu de travail, la seule chose sur laquelle on peut s'appuyer sur la réglementation, c'est les débits de ventilation, les débits réglementaires. Il y a un minimum de débit de renouvellement d'air à respecter sur un lieu de travail, sur un logement. Si c'est pas le cas, on peut se retourner contre l'employeur ou contre le bailleur éventuellement. Pour faire court, c'est vraiment ça le plus efficace. Et ensuite, pour améliorer, ça peut être assez rapide en cherchant les sources et en les éliminant. Ça peut être un peu plus long dès que il y a du curatif à faire, c'est-à-dire qu'il faut faire des travaux, il faut changer la ventilation, etc. Traiter les problèmes d'humidité, ça se fait pas toujours du jour au lendemain. Mais nous, on a, on va dire par principe, un suivi des patients entre 6 mois et 1 an après la visite. On considère qu'en moins de 6 mois, c'est trop tôt pour observer en fait les résultats, l'amélioration de l'état de santé et que le patient ait pu mettre en application les conseils. Voilà, normalement, au bout d'1 an, quand même, le patient devrait aller mieux et tout devrait être rentré dans l'ordre. Oui, je voulais rajouter un tout petit point. C'est vrai qu'en termes de mortalité de l'air intérieur, qui est une science qui évolue dans la pathologie environnementale, au niveau de l'ASEF, on compte plutôt 48 000 morts par an actuellement. Et c'est vrai que c'est un domaine où il faut ajouter à tous les problèmes allergiques qui sont importants, n'en pas douter, mais surtout un vecteur dans l'air intérieur qui sont les problèmes de chauffage. Et les problèmes de chauffage, c'est vecteur de microparticules, et en particulier les microparticules toutes petites 0,1, et on a montré aujourd'hui que c'était elles qui, couplées au HAP, c'est-à-dire à des structures aromatiques, qui peuvent être vecteurs à la fois de perturbateurs endocriniens toxiques, benzène, etc., mais aussi d'allergènes, et que tout ça, c'est des nominateurs de stress oxydatif, et que ça fait des pathologies pas que allergologiques, mais aussi beaucoup cardiologiques, beaucoup. On est en train de le montrer, respiratoires,
et donc que c'est une science qui évolue malheureusement vers le gris foncé, si c'est pas vers le noir, et on estime que la pathologie ou de l'air intérieur, c'est 8 fois plus que dans la pathologie de l'air extérieur, parce que c'est confiné. Alors, on va pas développer les composés organiques volatiles qui sont aussi importants, et dire que dans presque un tiers de la France, il y a aussi le radon qui constitue dans les aires granitiques et qui est quand même responsable de 10% des cancers du poumon. Donc c'est pas le petit prince, hein, c'est un peu malheureusement dans l'autre sens qu'aujourd'hui cette science évolue. Je voulais rajouter. Merci. Je voudrais juste ajouter autre chose aussi par rapport aux personnes qui ont une PPC. La PPC, il faut quand même régulièrement changer les filtres parce qu'on se rend compte, on a fait quelques prélèvements comme ça, on s'est rendu compte que parfois les filtres de PPC étaient particulièrement je vais dire, enfin c'est pas sale, c'est encrassé. Enfin ils étaient contaminés. Il faut pas oublier que la PPC, elle est dans la chambre. Et encore une fois, si la chambre n'est pas suffisamment aérée, il faut encore une fois aérer tous les jours, plusieurs fois. Enfin on dit 2 fois par jour, matin et soir. Eh bien, il y a beaucoup de particules en suspension. Et lorsque vous avez votre machine, bah, vous les respirez. Et là, vous êtes vraiment en contact avec le filtre. Enfin, vous êtes en contact assez direct avec le filtre qui n'est pas particulièrement propre. Donc, surtout, pensez bien à vérifier vos filtres de PPC et à les changer. Oui, j'en profite. Effectivement, on a mis en place cette étude il y a quelques temps et qui se poursuit aujourd'hui sur les filtres de PPC, même si pour l'instant on n'a pas énormément de résultats. Donc on fait les premiers prélèvements 1 mois après l'installation de la PPC et un mois après, on a déjà plus de 2 tiers des filtres qui sont contaminés par les moisissures, dont 1 tiers très contaminés. Voilà. Marine Leblot. Oui, moi je voulais rajouter, parce que en tout cas pour mon histoire, c'est avec un bailleur social et ils paraissent énormes à côté de nous, mais il faut pas se laisser faire et il faut entamer des procédures. C'est un coût. Moi personnellement, je suis à plus de 20 000 € d'avocat, mais il faut rien lâcher parce que en fait, si à chaque fois on abandonne, bah on sera jamais écouté, jamais entendu. Donc en tout cas, moi je lâcherai pas. Et oui, voilà, bailleur social ou propriétaire, il faut aller jusqu'au bout et tout. Enfin, c'est notre santé. Enfin, pour moi, et ça a failli me coûter ma vie. Donc, c'est mon combat pour se faire entendre et que ça n'arrive pas aux autres. Pour moi, ces personnes-là, ils devraient détruire leur bâtiment. Enfin, moi, je vois le bailleur social, il est en train de construire des nouveaux logements dans ma ville. Ils auraient dû peut-être détruire ceux où j'étais avant et reloger ces gens-là, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Donc, enfin voilà, il faut pas se laisser faire. Merci beaucoup pour votre attention lors de cette table ronde consacrée donc à la qualité de l'air intérieur et au sommeil. Alors, vous pouvez retrouver cette table ronde en replay dès ce soir sur la plateforme des JPRS et puis dès la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de Santé Respiratoire France. Merci beaucoup à vous.